TPT Plus, la chaîne du moment. Excellent après-midi à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans cette émission Ça fait débat et je suis très honorée de vous savoir nombreux en train d'attendre cette émission avec impatience. Je suis Ramati Diana Okianza, présentatrice de Ça fait débat. Et bien la semaine dernière, nous avons voulu revenir aujourd'hui sur le thème précédent. C'était intitulé Les droits des consommateurs face à la crise actuelle, face à la crise économique actuelle. Mais malheureusement, nous n'aurons pas à aborder ce thème parce que celui qui devrait être avec nous sur ce plateau, M. Mabiala, a eu un empêchement. Voilà que nous avons un autre thème à vous proposer dans ce débat. Et je ne serai pas seule comme à l'accoutumée. Je suis accompagnée de M. Tek Kaya, citoyen et observateur homme des médias. C'est avec vous également que nous allons débattre sur cette question intitulée Problématique des tarifs des transports en commun à Pointe-Noire. Et c'est une question qui est en train de faire mal aux populations congolaises qui se posent la question de savoir, mais nous sommes en crise et tout le monde est en difficulté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous emmenons en fait, les transporteurs en commun nous emmènent à des prix exorbitants de façon exagérée à leur guise des transports en commun. Et ils ne savent plus à quel sein se vouer. Voilà, planter le décor. Je vais me retourner vers mon invité. Voilà. Il devrait normalement être à deux. Et monsieur... Isaac Kiminou, secrétaire général du collectif des transporteurs, malheureusement, a eu un empêchement également, d'où nous sommes censés débattre à deux sur cet épineux problème qui touche vraiment les populations congolaises et ponténégrines en particulier, parce que ça fait quand même mal de savoir que dans cette période de crise, qu'il y ait des transporteurs en commun qui... à leur guise, de façon un peu plus exagérée, se mettent à imposer des prix, des tarifs qui dépasseraient même l'entendement de celui-là qui n'aurait peut-être que 500 francs pour un aller-retour. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit de votre identité. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, M. Tek? Déjà, merci de me recevoir sur votre plateau dans cette émission. Ça fait débat, une émission que j'apprécie d'ailleurs de par la qualité des débats abordés, mais surtout la volonté dont vous faites montre pour relever l'image de certains débats. Ceci dit, vous avez quasiment tout dit de moi. C'est Tek Kaya, journaliste de son état et observateur, comme tout citoyen que je suis. C'est vrai qu'ici, peut-être que je ne suis pas là comme étant le journaliste que je suis, ou encore peut-être responsable d'une structure quelconque de la place, mais plus en tant que citoyen. Mais bien évidemment, mes propos seront sans doute influencés aussi par le fait que je suis journaliste, et que l'œil du journaliste regarde bien évidemment autrement certaines choses. Voilà ce que je pourrais dire, et je pense que la thématique, c'est ce qui touche tout le monde. Et comme nous sommes la voix des sans-voix de ce côté journalistique, c'est à nous de dire ce que les autres pensent tout bas.
Voilà, c'est à nous de dire ce que les autres pensent tout bas et c'est tout le sens de la présence de notre invité ici sur ce plateau. Et vous êtes également conviés, hein, j'insiste, à ce que vous puissiez participer parce que c'est un problème qui vous touche également. Et c'est certainement, à partir de ce débat, encore à travers ce débat, nous aurons des solutions palliatives à cette question qui met à mal les populations ponténégrines en particulier, puisque nous sommes à Pointe-Noire et je voudrais encore présenter nos excuses pour le grand retard avec lequel nous débutons cette émission parce que c'était prévu pour 15 h pile. Voilà, je salue particulièrement le docteur chirurgien Ngongo Brice, PDG de la Fondation Makaya depuis Baka Kilomètre 8 qui nous suit en ce moment et j'espère qu'il fera partie de ceux-là qui vont contribuer, pourquoi pas donner des suggestions afin de trouver une solution palliative comme je l'ai dit tantôt. Voilà, avant que nous puissions entrer en profondeur dans notre débat, j'aimerais que ceux qui sont à la régie, notamment M. Elios Babei ou encore le DT le plus jeune de la Terre, voilà, celui que j'aime bien appeler Que va le différent, qui vont nous aider à balancer cet élément et nous reviendrons tout juste après avoir suivi ce reportage. Décidément, on a comme l'impression que les conducteurs de bus et les transports en commun foulent au pied les textes et les mesures de l'État, visant à organiser les prix de transport en commun. De plus en plus, une triste réalité a vu le jour dans la ville de Pointe-Noire et cela n'interpelle pas du tout les défenseurs des droits des consommateurs. Bien que conscients du mauvais état des routes, cela ne justifie ni ne laisse pas aux transporteurs le droit d'augmenter les prix anarchiquement. Au lieu de 150 francs CFA, comme l'exigent les textes officiels, le prix de bus est en train de doubler ou tripler. Il est passé de 150 francs CFA à 300 francs CFA et même à 500 francs CFA selon le receveur, même selon les destinations. Après un séjour de travail hors du pays, Bienvenue Mabiala interpelle ses transporteurs et la population qui s'adonne à ce comportement. J'ai souvent insisté, et je le reprécise, que c'est nous et vous les usagers qui empruntons les bus, hein, qui favorisons ce phénomène d'augmentation des tarifs et des demi-terrains. Un bus qui n'arrive pas à destination, s'il s'arrête, descendez, ne payez pas, attendez notre bus. S'il vous amène à destination, ne payez pas, donnez ce que vous donnez, le tarif c'est 150. Or, quand on a l'hôpital de Luanjili ou bien Mawata ou bien je ne sais pas comment, bon, vous nous donnez, on encourage le mal, monsieur le journaliste. Aidez-nous aussi en ce sens-là. Mais le syndicat sur la fédération a été de fournir un peu beaucoup d'efforts pour éradiquer ce phénomène. Mais on essaie de faire. Ça va quand même, ça marche. Il y a des périodes, tu sais que les heures de demi-terrain, c'est quand il y a l'afflux des sujets. S'il n'y a rien, tu verras, on va jusqu'au bout. Mais s'il y a beaucoup, maintenant quand c'est comme ça, c'est à nous qui rentrons là-bas, ou on ne rentre pas. Ou on rentre pour ne pas donner 200, pour ne pas accepter des centres sympathiques, par exemple. Voilà. Si des mesures ne sont pas prises dans un court délai, cette indiscipline des transporteurs en commun transformerait la ville en cour du roi Péto. Que des mesures radicales soient prises, car se laisser aller crée des malaises sociaux au niveau des ménages. On ose juste croire que les personnes habilitées doivent être regardantes, car cette triste réalité prend de l'ampleur. Merci à Rudy Gloire Maswangui, Anis Ganga qui ont réalisé ce reportage. Vous l'avez suivi avec moi, Monsieur Tech, et vous également qui nous suivez depuis chez vous avez suivi avec attention ce reportage. Alors, à titre de rappel, j'aimerais tout simplement attirer l'attention des téléspectateurs qui nous suivent, car c'est en juillet 2024, précisément le 25 juillet 2024, que les transporteurs en commun avaient annoncé dans un banc d'information rendu public de l'augmentation des tarifs de transport en commun à compter du 5 août 2024. Malheureusement, cela n'a pas été fait parce que, bien entendu, le gouvernement et ce collectif-là se sont réunis le 29 juillet pour essayer de trouver des terrains d'entente. Et ça, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, c'était à la suite des pénuries de carburant et aussi par rapport aux taxes exorbitantes
qui était en train de rendre un peu plus difficile la tâche aux transporteurs en commun pour mener à bien leur métier, encore leur travail. Voilà, et c'est ce qui fut fait en fait. Du côté du gouvernement, je crois que les autorités habilitées ont pu permettre à ces transporteurs en commun ou encore à ces tenanciers des véhicules de pouvoir souffler un tout petit peu en essayant de baisser les prix de certaines taxes qu'ils payaient certainement à des prix exorbitants. Voilà qu'aujourd'hui, malgré le fait que cette partie qui était en réunion avec ce collectif des transporteurs a pu respecter son engagement, et les transporteurs en commun, ceux-là, ces derniers, les receveurs des bus, des 100 et des taxis, n'ont pas respecté, ou on ne respecte pas jusqu'ici leurs paroles, parce qu'ils ont tenu parole en disant que les prix des tarifs, plutôt les tarifs des bus, pardon, j'allais dire, ne vont plus augmenter, parce qu'il était question que cela augmente à 250 pour les bus, les 100 et 1500, je crois bien, si je ne me trompe pas, pour les taxis. Mais la réalité sur le terrain montre que, voilà, les chauffeurs de bus ou encore les contrôleurs, ceux des 100, augmentent à leur guise de façon un peu plus exagérée, et ça rend un peu la population un peu plus malade, dans ce sens où ils ne savent plus à quel sens se vouer. Si le bus a été tarifié à 150 francs, quelle que soit la destination sur toute l'étendue nationale, on ne voit pas qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, ces personnes, ou encore ces transporteurs en commun, aient la notoriété d'augmenter comme ça les transports de façon un peu plus exagérée. Alors vous, en tant qu'observateur, vous, en tant qu'homme des médias, vous, en tant que celui-là qui parle pour la cause des sans-voix, quand vous observez tout ça, quel est votre apport par rapport à ça? Bon, mais déjà, Tidiane, il faudrait reconnaître une chose. Mon apport, c'est peut-être en essayant de plaider tel que je m'en vais le faire, mais c'est surtout accepter le fait que, de ce côté-là, sans mâcher les mots, que l'État est démissionnaire. Ça, il faut le dire. L'État est démissionnaire. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, il y a eu cet appel des syndicats en juillet qui pensaient qu'à compter du 5 août, qu'il fallait augmenter les prix de transport. Transport en commun, donc de 150 à 250, et la course de taxi de 1000 francs à 1500 francs. Il y a eu des pourparlers. L'État, sans doute, a fait des compromis et a mis un veto pour dire non, vous n'allez pas sauter. Vous restez à 150 voilà. Et la course de taxi à 1000 francs. Mais il faudrait dire, quand je parle de la démission de l'État, c'est une façon de dire que l'État est passif, démissionnaire passivement. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre des décisions. Nous savons, dans notre pays, nous avons l'habitude, et ça, en tant que journaliste, que je le dis, nous savons que nous avons l'habitude de prendre des décisions, des décrets, tout ce qu'on a l'habitude de prendre comme décision, mais c'est surtout, voilà, sont arrivés à bout. On les observe. Il y a eu un décret présidentiel, par exemple, qui a interdisé la commercialisation ou l'utilisation des sacs plastiques, mais on en voit partout. On se pose la question, comment? Mais oui, mais c'est d'abord par là où ça rentre. C'est comme avec les transports en commun aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État est défaillant dans le sens où nous connaissons la situation de la crise économique du pays en particulier et du monde en général. Mais on ne peut pas se permettre, dans un État qui est régi par la loi, un État régi par des lois, et qu'on se permette de voir que chacun, pour les transports en commun surtout, que chacun fixe un montant à sa guise, et cela ne fait absolument rien. Parce que si l'État était regardant dans ce secteur-là, il était regardant et qu'il prenait des mesures fermes, je ne pense pas que ça allait se poursuivre. Il est arrivé, je vais vous raconter une anecdote, j'ai suivi une scène où c'était les bus de Ngoyo. Il y a eu quelqu'un qui est monté dans le bus, ils étaient à deux, mais c'était des policiers en civil. Et au moment où le contrôleur disait, non mais voilà, jusqu'à telle destination, vous donnez 300.
Et au-delà, jusqu'au péage, l'ancien péage de Ngoyo, c'est 500 francs. Les gars, ils ont fait sortir leur carte pour dire, non, ben voilà, nous sommes de la police, on nous a envoyé en cette mission. Je ne sais pas si c'était une vraie mission, mais ils ont dit, non, voilà, on va arrêter votre bus. Parce que vous avez voulu faire ceci. Et je peux te dire, certains bus qui étaient à côté, qui ont suivi la scène, ils ont pris peur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, c'est qu'on a eu à mettre des agents voilà, des agents derrière nous en civil pour voir ce que nous pouvons faire. Rien que ce geste-là a poussé à ces bus à se réfracter. Mais si les bus, les transporteurs osent braver la mesure, c'est parce qu'on leur a tendu la main. On leur a tendu la main. Est-ce que c'est pas pour dire aussi quelque part que c'est, bon, je le dis comme ça, hein, c'est certaines autorités peut-être sont bénéficiaires de ces avantages-là pour laisser passer comme ça une question qui discrédite en fait leur travail. Oui, mais c'est vrai, aujourd'hui, tout pays est dirigé. Tout pays, il y a des lois. Et il y a des gens qui sont là pour faire appliquer ces lois-là. Et si, toi qui es censé faire appliquer la loi, tu n'appliques pas, ça veut dire que toi, tu cautionnes ce qui se passe. Donc voilà pourquoi on dit que quand c'est comme ça, on ne va pas accuser quelqu'un, mais on se dit que tous ceux qui sont censés faire respecter la loi et ne la font pas respecter, ça veut dire qu'ils sont partisans de cet acte-là, de la souffrance de la population. Mais il n'a qu'à voir comment est-ce que les choses se passent dans des arrêts de bus. Vous arrivez, vous prenez un bus au fond de Tchétché pour aller à Tister. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que depuis quelque temps, que vous pourrez prendre un transport en commun comme c'était d'habitude, de fond de Tchétché par exemple jusqu'à Tister à 150. C'est impossible. 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 Et ça ne dérange personne. Vous arrivez, on vous dit, par exemple, fond de Tchétché jusqu'à Vanvan, c'est 300 francs. Ah oui, moi je suis monté dans un bus comme ça. Je dis, fond de Tchétché, Vanvan, 300 francs. Et vous payez, ou vous montez ou vous ne montez pas. Mais vous êtes censé payer puisque vous devez rentrer ou vous avez une urgence ou vous devez aller au travail. Vous le faites. Vous arrivez à Vanvan pour arriver à Tister, vous payez 150 ou 200. Donc, quittez fond de Tchétché pour Tister, vous avez 500 francs quasiment à payer pour cette distance-là. Alors que d'habitude, c'était à 150. Aujourd'hui, ce n'est plus les questions de taxes. Aujourd'hui, ce n'est plus question de ceci. Il parle de quoi? La mauvais état des routes. Et j'allais en venir. Est-ce que cette question de mauvais état de route, là aussi, ne peut pas justifier le fait que ces receveurs de bus, ou encore ces transporteurs en commun des 100 par exemple, que nous appelons communément ici, sont obligés d'augmenter un peu le tarif? Parce que, bon, il y a aussi le matériel qui se détériore. Hein, vous voyez, ce n'est peut-être pas quelquefois de leur faute. Et du coup, l'État aussi, en regardant tout ça, peut-être se dit que si nous frappons fort aussi, ça serait mettre au chômage certaines personnes parce qu'ils vont peut-être se dire que bon, on rentre en grève comme c'est devenu un peu à la mode dans notre pays, on rentre en grève et rien ne va marcher, aucun transporteur en commun en route. Et ça aussi, ça va être une grande difficulté pour les populations qui veulent vaquer certains dans leur... Oui, oui, bien sûr, vous le dites si bien, mais vous savez que nous sommes dans un pays, comme je l'ai dit tantôt, régi par des lois. Et que ces lois doivent se faire respecter. Il y a des gens qui sont censés faire respecter ces lois-là. Voilà, comme on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Alors déjà, dans ce reportage que nous avons suivi, le président, donc le président du syndicat de transporteurs, il dit qu'il ne faudrait pas encourager ces gens-là à payer plus. Il y a un bus qui fait la ligne d'un point A à un point B, c'est 150 francs. Donc si vous arrivez, vous donnez 150 francs. Allez essayer et vous verrez ce qui va se passer. Moi, j'inviterai M. Mabiala, que je connais bien, qu'il aille monter, qu'il demande à ses parents de monter dans un bus où on dit, voilà, Tister, 500 francs, qu'il monte et après qu'il donne 150. S'il ne va pas être lynché. C'est ce qui va se passer. Et les gens, c'est ce qu'ils évitent. Maintenant, quand tu peux te dire, bon voilà, je ne monte pas dans ce bus. Mais si la population est, par exemple, unanime et se disent que personne ne montera dans le mais bus à quel moment est-ce que ça ne pourra pas aider que ces mais personnes... à quel moment la population doit être unanime? C'est une question déjà impossible de l'unanimité de la population dans ce sens-là, mais parce que la population doit être représentée. C'est comme aujourd'hui avec le Parlement. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à proposer, mais vous n'allez pas vous lever, aller au Parlement pour aller dire, moi je viens passer dans mon quartier à ceci, ou bien dans ma zone il y a cela. Mais nous avons nos émissaires, c'est-à-dire que les parlementaires. Vous arrivez envers le député par exemple, le député est celui-là qui doit suivre
les problèmes de sa circonscription, écouter la population de sa circonscription et en ce moment-là, prendre ce qu'il a écouté. Si doléances il y en a, il l'emmène au niveau de l'État, du Parlement. Oui. Il l'emmène là-bas. C'est comme avec la population. Ça, c'est un problème de consommation. Et en ce moment-là, qui est-ce qui doit faire les choses? C'est voilà. Donc, il y a une structure comme ça, l'association de défense des droits des consommateurs. C'est eux qui peuvent prendre la place, prendre parole au nom de la population pour dire non, là, c'est pas bon. Et ils ont un pouvoir de décision, par exemple, sur une grève ou ceci, cela, faire taire les choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que ce sont des structures qui sont faibles. Ça, il faut le dire, ce sont des institutions faibles au Congo. Faibles, quand vous dites ce sont des institutions faibles, expliquez-vous un peu, parce qu'on se dit que lorsqu'il y a une grande structure comme celle-ci, on pense qu'il y a tous les moyens et il y a tout ce qu'il faut, qui va avec pour pouvoir mener à bien les actions. Oui. Faible dans quel sens? Oui, faible dans quel sens? Vous représentez toute une population. Dans les autres pays, allez vérifier, vous vous rendrez compte que les associations de consommateurs sont des associations qui sont respectées et craint. C'est que le gouvernement craint ces associations-là parce que c'est des associations qui peuvent emmener à un boycott terrible. Parce que la population écoute ces associations. Et si ici chez nous, nous n'écoutons quasiment pas ces associations parce qu'elles n'ont pas fait montre de beaucoup de volonté pour aider la population. Cette histoire de transport, oui, il ne suffit pas juste de venir parler, mais il faut avoir le pouvoir de décision. Une association comme celle-là qui défend la cause de la population doit avoir un pouvoir de décision. Mais aujourd'hui, quel est le pouvoir de décision? Le pauvre M. Mabiala, il peut arriver, il peut parler. Mais est-ce que pauvre M. Mabiala a cette facilité ou le pouvoir d'aller arrêter, par exemple, les transporteurs? Non. Ça serait difficile parce que les moyens ne sont pas mis à disposition. Il nous a dit qu'il y a certaines plaintes qu'ils ont quand même pu et qui ont abouti comment? Qui ont quelquefois abouti. Mais déjà, oui, abouti, oui. Il faut voir dans quelle mesure ils ont fait aboutir certaines plaintes. Je sais qu'il y a une certaine volonté de travailler. Monsieur Mabiala, par exemple, ici au niveau de Pointe-Noire, il essaie de travailler. Monsieur Mabiala. Il essaie bien de travailler. Mais le problème, c'est quoi? Quand c'est comme ça, vous devez avoir une structure forte. Qui est capable de prendre des décisions et la population suit ces décisions-là. Mais quand la population n'a plus confiance en vous, on a vu, les choses augmentent à tout bout de champ au Congo. Là, c'est la période des fêtes. Allez vérifier au niveau des marchés et vous êtes en train de voir que les prix sont en train de galoper sans justification. Le problème chez nous, c'est qu'on peut augmenter un prix aujourd'hui, au lendemain, ça augmente sans justification. C'est le problème avec les transporteurs. Les transporteurs, aujourd'hui... Sauf que chez les transporteurs, c'est devenu... c'est une signature, en fait, chez eux. Ce n'est plus à cacher. Et ce ne sont pas seulement... Il y a un autre problème là-dedans aussi. Ce ne sont pas seulement les receveurs des bus réellement qui augmentent ces tarifs-là. Ce sont les... Comment on les appelle déjà là? Les rabatteurs. Oui. Qui sont au niveau de... Je sais même plus comment il y a des rabatteurs, il y a les représentants des syndicats qui sont là, qui collectent l'argent, droit de parking, droit de ceci. Parfois, c'est droit de balayage qui, malheureusement, ne se font pas. On voit des grandes artères très sales, mais on demande... Et ça aboutit aussi aux bagarres entre le receveur qui ne veut pas accepter leurs conditions et je sais pas. Oui, c'est vrai. On peut arriver à une situation comme ça, mais moi, je dirais que c'est comme une goutte d'eau dans la mer, une situation comme ça. Mais la vraie situation, c'est que même si lui, il impose un prix, vous êtes au contrôleur. Si vous alliez pas à ce prix-là, vous êtes au contrôleur du bus, le receveur du bus, vous dites que dans le bus, ceux qui montent, vous allez payer tant. Mais c'est parce qu'eux aussi, ils encouragent cela. Mais le problème, c'est qui encourage qui? Voilà. Celui qui est en Goyo n'est pas forcément en harmonie avec celui qui est au fond de Tchétché. Lui, il a un prix, là-bas, on a un autre prix. On sait que le prix initial, c'est 150. Mais aujourd'hui, les gens payent 3 fois, 4 fois plus que cela. Et pourquoi est-ce que, si, moi je le dis, si l'État, par ce représentant, ceux qui sont censés faire respecter la loi, ne disent rien, est-ce que ce silence-là n'est pas un silence qui nous permet de les accuser parce qu'ils sont compromis dans ce principe-là? Bien sûr que aussi. Si vous ne gagnez rien là-dedans, et que vous savez que non, voilà, la population, il y a une loi qui est bafouée, et que la population est en train d'être persécutée, parce que ça, il faut appeler ça aujourd'hui une persécution de la population. Il vous suffit juste de vous rendre dans les arrêts de bus, surtout à certaines heures,
qu'ils appellent heures de pointe. Allez voir la population. Comment est-ce que vous voulez qu'un pays avance, qu'un pays produise au moment où le travailleur qui devait faire 7 heures du temps de travail, arrive, au lieu d'arriver à 7 heures au boulot, arrive à 9 heures ou à 10 heures. Vous voulez qu'il produise quoi? Et vous vous attendez à gagner quoi dans le pays? Ben, voilà. Donc, s'il n'y a pas des entrées, s'il n'y a pas assez de... Dites-vous que voilà, c'est parce que le travailleur ne travaille pas assez d'heures. Mais il va faire quel effort, quelle magie quand moi je vois comment ce qu'on oblige. Et quand c'est comme ça, il y a des répercussions sur ces travailleurs-là, les pauvres qui arrivent, il y a des sanctions, des demandes d'explication. Oui, dans certaines structures, oui. Dans certaines structures qui sont sérieuses, qui sont catégoriques, parce qu'on sait qu'on met aussi à la disposition de ce travailleur-là certains moyens nécessaires. Voilà. Tout ce qui va avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, le transport est difficile. Lui, il sait, bon voilà, par rapport à la façon dont on me paye et tout, mais prenons le cas de l'État. Il ne suffit pas juste de parler de transport. Quand on voit les absences, par exemple, dans les structures étatiques, mais c'est ce qui fait que il ne vient pas se casser la figure pour essayer de monter, se disputer un bus. Il attend au moment où il pourra en avoir. Et là encore, il faut en avoir. Il quitte chez lui, il arrive à son bureau à 9 h, à 10 h, ça ne lui dit rien parce qu'il sait qu'il n'y aura rien. Mais le fait qu'il n'y ait rien, c'est ce qui va faire de sorte que l'État ne produise pas assez. Puisqu'il n'y a pas eu assez d'heures de travail. S'il n'y a pas assez d'heures de travail, donc il n'y a pas eu beaucoup de travail qui a été réalisé. Donc moins d'évolution de la machine de l'État et moins d'entrée. Parce que c'est une chaîne ici, là, et tous les maillons se complètent pour former ce qui va être la résultante de l'État, ce qu'attend l'État. Mais s'il faut se dire, bon, même si eux ne partaient pas travailler, on sait que par exemple avec le pétrole, on va couvrir près de 90% du budget. Non, mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Il peut arriver que ça manque. Il peut arriver qu'il y ait une chute. Mais il faut faire de sorte que tous les secteurs se complètent. Donc, si un travailleur peut arriver à temps à son lieu de travail, eh bien, ce qui fera qu'il travaille plus. Mais s'il ne peut pas arriver à son lieu de travail, vous allez lui demander des explications. Oui, mais quelle est la magie qu'il va faire pour arriver s'il n'a pas facilement un transport? Vous n'allez pas le condamner pour ça. Parce que ce n'est pas sa faute. Et s'il dispose, par exemple, que de 500 francs pour réaliser son aller-retour au travail, vous n'allez pas lui demander de fournir plus d'efforts. Où est-ce qu'il va avoir l'argent? Avec les salaires qu'il peut avoir, où est-ce qu'il va avoir l'argent? Mais M. Tek, le mal est déjà fait, le mal est déjà là, implanté. Alors, le gouvernement aussi, quelque part, on ne peut pas dire que reste latent, reste en train observateur. Peut-être qu'il y a certaines pistes de solutions qui sont en train d'être trouvées ici et là. Mais que faire à ce moment-là? C'est la population en ce moment qui en pâtit. C'est la population qui subit, maintenant, à l'heure actuelle où nous parlons là, c'est la population qui est en train de subir Madame, regardez. Ce préjudice-là. Oui, c'est vrai, c'est la population qui subit ce préjudice. Mais si, vous savez pourquoi on dit que le poisson commence à pourrir par la tête? C'est parce qu'on se dit, il y a un adage qui dit, le chef du village ne voit jamais le diable. Donc, quelque chose, ce qui arrive, c'est que ceux qui sont à la tête, c'est à eux de donner le tempo. C'est à eux de donner le tempo. Ce que vous dites, c'est vrai, la population est en train de subir. Mais si l'État prenait une décision, vous ne pensez pas que les choses vont changer. Mais aujourd'hui, si les transporteurs ont voulu augmenter les prix de transport, l'État a mis un veto. Il a mis un veto pour dire non, vous n'allez pas sauter à telle loi. Mais s'il faut regarder, on les a compris en disant, bon, voilà, on arrange ici, on règle là, on vous laisse ceci, on enlève telle taxe, on diminue telle taxe. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, les transporteurs se permettent de trouver la raison que voilà, le réseau routier et tout va. Non, ce qui est sûr, c'est que, surtout à Pointe-Noire, le réseau routier, il est en état de délabrement sévère. Vraiment sévère. Et on voit comment est-ce que les véhicules sont en train de se gâter, de se gaspiller. Ce n'est que normal. Mais est-ce que c'est la population qui fait que ces routes-là soient dans ces états-là? Dans cet état-là? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas la population. Mais alors pourquoi est-ce que cette population doit continuer à en pâtir? Ça ne peut pas être comme ça. À cause de ce que l'État ne... Mais voilà. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'État doit prendre ses responsabilités. J'ai suivi dernièrement, il y a le Premier ministre
qui s'est entretenu avec, il y avait des sociétés, J'ai également voilà, je pense que des sociétés qui ont gagné des marchés pour essayer de revoir le problème de route, voilà, le réseau routier, surtout au niveau de Pointe-Noire et tout, qui traînent, qui ne sont pas... C'est vrai, c'est une interpellation gouvernementale. C'est bien déjà d'avoir fait ça, que le Premier ministre ait eu à interpeller ces sociétés-là. Mais la meilleure façon aussi, c'est de sanctionner, le suivi et les sanctions dans le sens. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de sanctions, des sanctions à l'encontre de ces personnes qui font ce genre de choses, eh bien ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Mais en attendant, puisque ce n'est pas la population qui dégrade ces routes-là, la population ne peut pas continuer à subir. Et quand la population subit dans ce sens-là, ça veut dire que la population arrive difficilement d'un point à un autre, et il y a, le rendement est faible. Qu'on le veuille, même quand on ne veut pas l'accepter, le rendement est faible. Le rendement est faible. Et là, dans quelques heures, là, dans une heure peut-être, on sera peut-être autour de 17h par là. 17h, ce sont des heures de pointe. Allez voir, allez voir. Les populations peinent à avoir un transport. Vous avez des enfants, je prends juste un exemple. Vous avez des enfants, imaginez-vous que vous avez 5 enfants. Okay? Une famille, papa, maman et puis 5 enfants. Vous êtes du côté de Ngoyo. Et la scolarité des enfants, voilà, les enfants sont arrivés à un niveau scolaire où il faut venir soit au lycée technique, ici, là. Le transport de Ngoyo jusqu'à ici, en cette période, vous payez, puisque l'élève doit venir le matin, pour ceux qui suivent les cours le matin, et pour ceux qui rentrent, l'après-midi, c'est autour de 17h, 18h, il a fini les cours, il faut rentrer. Vous savez que pour chaque enfant, il faut prévoir au minimum, je dis bien le minimum, un budget de 1000 francs minimum, rien que pour le transport. Et le SMIC congolais à combien, même si on l'a augmenté de Non, 20, on n'a pas encore augmenté. C'est d'ici là, en janvier, oui, que ça mais pour rentrera en vigueur. Oui, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Mais si, même si on peut ajouter les 20 000 francs, ce qui est bien d'ailleurs, ce qui est bien une bonne initiative. Mais il faut voir, le problème n'est pas celui seulement d'ajouter, mais c'est de permettre à la population, aux citoyens congolais de respirer. J'ai 5 enfants. Je prends soin de mes enfants et je dois dépenser tous les jours minimum 1000 francs rien que pour le transport d'un enfant. Vous en avez 5, vous avez 5000 francs pour le transport. Ajoutez à cela peut-être un défraiement ou comment. Et en plus, la scolarité et la popote. Non, mais écoutez, c'est devenu trop. Vous savez, dans les écoles, il y a eu une initiative qui a été prise, surtout avec, je pense que... l'UASD, je pense, si je ne me trompe, dans certaines écoles, il y a maintenant des cantines scolaires. D'accord? Il y a des cantines scolaires. Il a été démontré que dans les écoles où il y a une cantine scolaire, le taux de fréquentation de ces écoles-là a augmenté. Et les résultats ont été constatés légèrement à la hausse. Pourquoi? Parce que l'enfant qui vient, il se dit, là-bas, quand je vais aller à l'école, je vais manger. Parce qu'on ne sait pas à la maison ce qu'il y a. On ne sait pas dans nos familles ce qu'on peut trouver dans les maisons. Donc, il a d'abord la volonté d'aller à l'école parce qu'il va trouver quelque chose à manger. Il arrive, il mange. Et quand il mange, il a assez de force. Il a assez de force et il peut avoir la volonté de suivre le cours. Vous, pour quitter votre maison, vous avez un problème de transport. Vous vous battez pour trouver un transport. Vous arrivez à l'école, parfois en retard. Ça veut dire, quand on arrive en retard, donc on a perdu les cours. Il faut chercher à trouver comment rattraper ces cours. Mais les explications, vous n'allez pas les rattraper. OK? Et vous attendez à quel résultat à la fin? Vous attendez à quel résultat à la fin? Est-ce que vous souciez du quotient intellectuel de ces enfants-là? Mais parce qu'on le veuille non, même quand vous ne voulez pas l'accepter, il y a un impact sur ces enfants-là. Il y a un impact. Donc, en réglant un problème de transport, juste le problème de transport, quand c'est réglé, c'est beaucoup de problèmes. Voilà, plusieurs situations à la fois. C'est cela. Donc, l'État ne peut s'imposer. Regardez, les exemples, il y en a. Des exemples, il y en a. On est en plein problème, en pleine crise avec les déchets, ok? Avec nos déchets, voilà, Averda n'est plus là, on ne parle plus d'Averda aujourd'hui, et il y avait des poubelles qui jonchaient le long des artères, artères des villes. Et ça a été un sérieux problème. Et ça l'est toujours, puisque jusqu'à présent, il n'y a aucune société qui a remplacé, qui est déjà sur le terrain.
Ça reste un problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, il fallait prendre des mesures. Des mesures drastiques face à cette situation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On a même mobilisé la force publique. Oui. La force publique qui a fait un travail remarquable en ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est plus la même chose qu'on a remarqué il y a quelques semaines. Est-ce que ce n'est pas le même gouvernement qui avait pris cette initiative? Bien sûr. Parce qu'il se soucie de la population, de la santé de la population. Le gouvernement est le garant de l'intégrité. Est-ce que ce que font ces transporteurs-là, est-ce que c'est l'intégrité? Non. Mais le gouvernement est le garant de l'intégrité. Le gouvernement peut imposer une façon de faire pour que certaines règles sont observées. C'est vrai, les voix sont comme ça. Ils vont se battre du côté des voix. Ils peuvent imposer, oui. Ils peuvent imposer, oui, donner des lois, oui. Mais quand la situation n'est pas favorable à ces transporteurs en commun, ce n'est peut-être pas pour défendre la cause de ces transporteurs en commun, parce que tous, nous vivons les mêmes réalités. Nous autres, là aussi, nous en pâtissons. Parce que c'est quand même... coûteux de sortir avec un billet de 1000 francs par exemple, et juste pour un aller vous dépensez déjà 800 francs et au retour vous faites comment? Donc c'est pas pour les encourager, mais aussi comme vous le dites du côté du gouvernement, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent frapper comme ils le disent, que la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Oui, mais avec quelle route? C'est en fait la route qui est le facteur bloquant. On dit que la route, c'est un facteur de développement pour un pays. Mais quand les routes ne sont pas bonnes, déjà, je vais aussi peut-être me plonger à vous raconter une anecdote. J'ai pris récemment un transport en commun, 500, quand nous l'appelons ici communément. Et ce dernier arrivé au rail des fonds Tchétché, son pneu a été percé. Mais entre-temps, il avait pris une course de 1000 francs par exemple. Nous, c'était un 500 déposé au fond Tchétché, et puis il continue avec cette dame. Vous voyez, du coup, quand son pneu se perce là, il perd le client. Bien sûr. Et là, à ce moment-là, à celui-là, à ce taximène-là, ou encore à ce transporteur en commun des 500 par exemple, vous lui direz de fixer son prix à 150 francs et de respecter la loi, et le gouvernement vient imposer une loi sur une route qui n'est pas bonne. Pensez-vous pas que ce dernier aussi est victime de cette situation? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand les routes ne sont pas bonnes, il y a une latence dans le transport. Et le chauffeur et son receveur, ils sont dans la contrainte, par exemple, de verser un montant donné au propriétaire du bus ou du taxi. Ce n'est que normal. Donc, ça va prendre beaucoup de temps si les voiries urbaines ne sont pas aménagées. C'est vrai. Mais est-ce dire que c'est à la population d'en pâtir? Je dis non. Parce que l'État a la possibilité de prendre un certain nombre de décisions. L'État a la possibilité de le faire. L'État, aujourd'hui, on a vu chez les autres, il y a telle chose, le prix, tel aliment, par exemple, le prix a galopé. Mais on sait que c'est un aliment de première nécessité. Je pense qu'il est déjà arrivé qu'ici, l'État le fasse. Mais c'est le suivi qui manque. On le fait, on dit, bon, ben voilà, comme c'est un aliment de première nécessité, et que les prix ont galopé, même de l'autre côté, mais ici, chez nous, vu la conjoncture, ça ne peut pas être accepté facilement par la population. Mais si la population n'accepte pas, eh ben voilà, la population risque de crever de faim. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, l'État dit, bon, vous importez cela, ça vient, l'État prend la garantie de payer par exemple l'importation. En quoi faisant? Bon, il élimine les taxes. Il élimine les taxes pour que vous gardez ça au même prix qu'avant. C'est comme ça que l'État agit. Et c'est comme ça que l'État agit par rapport à cette il a fait. Des transporteurs et en éliminant les taxes. Voilà. Et si, voilà. Maintenant, si c'était accordé dans ce sens-là, qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, parce que même en ce moment-là, quand l'État a fait, il y a quelques mois, quand ils se sont accordés, les routes étaient aussi toujours dans un état de délabrement avancé. Maintenant, pourquoi aujourd'hui ces délabrements doit être la cause qui fait que la population puisse subir de payer des prix exorbitants? Non, je suis désolé. À ce moment-là, que doit-on faire, ou encore que doivent faire les autorités compétentes pour essayer tant soit peu à pallier, parce que ça sera quand même difficile d'éradiquer totalement cette question. Non, ça sera difficile, ça c'est vrai, mais je pense que si l'État impose
l'État peut-être pas impose, mais que l'État s'impose, hein, en se mettant du côté de la population, que ces transporteurs respectent la tarification qui se sont accordées, parce que l'État a baissé un certain nombre de choses. L'État a tendu la main pour que ces transporteurs acceptent de garder le prix à 150. Ça, c'est un accord entre les transporteurs et l'État. Maintenant, aujourd'hui, avec cet accord, là, il n'y a pas d'accord, sauf si c'est un accord tacite qui se fait dans l'OTAN, derrière les bureaux. C'est-à-dire que l'État voit ce qui se passe, l'État n'est pas aveugle, l'État a l'œil partout, l'État voit et l'État est muet. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Est-ce que l'État se retrouve dans ça et que la population ne sait pas? Et que la population en pâtit? Oui, on dira oui. Parce que si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que l'État ne frappe pas sur la table? C'est ça le problème. Parce qu'en réglant le problème de transport, on va régler plusieurs problèmes au même moment. Le Premier ministre, M. Anatole Koliné Makosso, quand il a parlé à certaines structures, il a dit que les mesures sévères vont être prises. Oui, il faut commencer à sanctionner. Il faut faire le suivi. Quand une structure arrive que voilà, je veux prendre tel tronçon, c'est moi qui vais prendre la responsabilité de réaliser voilà, cette voie-là et tout. Mais quand ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des durées, il y a des délais. Mais si vous n'avez pas respecté vos délais, hein, mais l'État doit frapper. L'État vous interpelle, mais après l'État doit frapper. L'État doit frapper pour dire que bon, voilà, vous remboursez l'argent et on donne le marché à une autre société. C'est comme ça. Et en faisant cela, les choses vont aller vite. Mais si on ne le fait pas, on reste dans la morosité. Mais voilà, ne soyons pas surpris qu'au niveau des établissements, qu'il y ait du n'importe quoi. Quelqu'un qui devait commencer ses cours à 7h arrive à 9h, 10h et il reste parfois à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il va faire en restant à l'extérieur? Alors, en vous écoutant hein, très longuement, on se rend compte que l'État a eu une grande responsabilité vis-à-vis de cette problématique hein, des tarifs, de l'augmentation anarchique des tarifs de transport en commun. Hein, et qui emmène les populations à subir des conséquences qu'ils n'auraient pas dû subir. Non. Voilà. Puisque les associations de défense des droits des consommateurs sont quasiment affaiblies, pour ne pas dire mortes, non, sont quasiment affaiblies. Ben voilà, par rapport à cet affaiblissement, c'est l'État qui devait prendre le relais. Il est le garant de la population, le garant de l'intégrité, le garant de tout. C'est l'État. Voilà pourquoi moi je parle de l'État. Voilà, le garant de la sécurité, le garant de l'État, nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission. J'espère que vous êtes là, vous suivez, et même si vous n'avez peut-être pas réagi cette fois-ci à cette problématique, mais je sais que ça vous touche énormément. Et vous aussi, peut-être comme M. Tech, vous pensez que c'est l'État qui est entièrement responsable de toutes ces situations, toutes ces difficultés dans lesquelles nous pâtissons, nous souffrons tous, hein, parce que c'est un problème qui concerne tous les Congolais, y compris M. Tech, y compris certainement moi, mais voilà pourquoi je suis sorte. remonté. Et voilà, donc c'est peut-être à part ces mots hein, que nous allons peut-être mettre fin à cette émission, ça fait débat, mais nous n'allons pas nous séparer sans pour autant que M. Tech nous dise son mot de la fin, et nous allons peut-être nous retrouver très prochainement. En tout cas, merci beaucoup. C'est déjà dire que c'était un plaisir que de partager ce plateau avec vous. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et de parler des choses importantes comme cette problématique de prix de transport en commun dans notre pays. Mais aussi dire, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Nous avons dit ce que nous pouvons dire à ceux qui incarnent la responsabilité de l'État, à ceux qui incarnent le droit de faire appliquer les lois, à ceux qui détiennent le monopole de décision et aussi à ceux qui pensent qu'ils incarnent cet État-là, ce gouvernement, ou pour ne pas dire l'autorité qui est garant de l'intégrité, qui est garant de la santé, qui est garant de tout ce qui est bien-être de la population, de pouvoir agir, de pouvoir prendre des mesures pour cette population. Parce que ça peut paraître banal. Quelqu'un qui fait sortir tous les jours, au lieu de 150, fait sortir 300, 450 pour payer le transport d'un point A à un point B. Celui qui avait l'habitude de payer à 150, il le paye 3 fois aujourd'hui.
il peut le faire tous les jours. Mais essayez de voir l'état de son âme ou bien son cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand de l'intérieur on est mal, quand de l'intérieur on est gâté, on ne peut pas refléter quelque chose de bon. On ne peut pas faire que les choses avancent. Faisons avancer les choses en réglant les problèmes les plus importants. Ça, c'est un épineux problème et c'est un problème important. Quand ça sera réglé, trouver la solution pour le transport. Parmi les solutions à trouver, c'est aussi prendre soin de la voirie urbaine, c'est-à-dire régler le problème des routes. Voilà. C'est, je crois, le mot de la fin de M. Tekaya. Et si aujourd'hui, certainement, le Congo-Brazzaville est devenu république un jour, c'est parce qu'il y a eu derrière des hommes forts qui ont bataillé pour donner à cette république cette liberté. Voilà. Si aujourd'hui, nous avons vu l'Afrique du Sud devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des hommes forts comme Nelson Mandela. Si aujourd'hui, il y a eu un Barack Obama qui a gouverner un grand État comme les États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a eu des hommes derrière qui ont bataillé à l'instar surtout les institutions fortes. Voilà, voilà. Et celui-là qui avait dit I have a dream, hein, j'ai un rêve, Martin Luther King, voilà. C'est à nous, c'est au gouvernement aussi de mettre toute son énergie sur les questions qui touchent les populations pour que les populations se sentent un peu plus à l'aise dans une certaine mesure, surtout sur des questions qui aideraient à régler plusieurs questions à la fois. Et c'est la fin de cette émission. Merci encore à vous d'avoir été des nôtres et merci aussi à la technique qui ne nous a pas laissé tomber, qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés. Et je suis là en regardant droit devant moi et en saluant celui-là qu'on appelle Nisganga. Merci à toi Nisganga, merci Elios Pabei, notre DI, merci au DP, voilà, celui qu'on appelle Kevin le Différent, et merci à vous aussi qui avez été très attentifs à suivre cette émission. Je vous dis à très bientôt. Suivez cette émission en rediffusion mardi à 16h et nous nous retrouvons jeudi à 15h, certainement pour un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Thank you.